Bonjour à tous. L'octroi de mer est-il réellement en danger? Quelle est la position du CIPA sur la réforme envisagée de ce dispositif? Comment ce parti se positionne-t-il en vue des prochaines élections régionales et départementales? Alain Plaisir, le président du CIPA, est l'invité de Franc-Parler. Bonjour Alain Plaisir. Bonjour M. Fendéré. L'actualité, c'est le dossier de l'eau avec cette grève du SIAG et ses conséquences. Cette crise était prévisible. Oui, parce que ça fait un moment qu'on a des problèmes d'eau en Guadeloupe. Les Guadeloupéens souffrent de coupures d'eau d'une manière récurrente. Et ensuite, on sait que l'eau, souvent, est chlordéconée. Donc, il y a un problème réel en Guadeloupe, mais il y a surtout un problème de financement pour changer les canalisations. Or, on se rend compte que les EPCI n'ont pas les moyens de changer les canalisations. La région même qui veut s'engager n'a pas énormément de moyens. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est que l'État s'engage, parce que si l'État ne s'engage pas, le problème ne sera pas résolu, puisqu'on parle de près de milliards d'investissements pour changer toutes les canalisations, parce que si on ne fait que réparer les canalisations comme maintenant, eh bien, on ne va rien changer, parce que quand on répare ici, eh bien, ça pète ailleurs. Donc, il faut que l'État s'engage, et l'État donc doit assurer son rôle, d'autant plus qu'on ne le dit pas souvent, mais l'État perçoit sur l'eau, puisque nous avons donc la TVA sur l'eau. Et depuis des dizaines d'années, l'État perçoit sur les contribuables et sur les consommateurs. Donc il faut que l'État s'engage parce que jusqu'à preuve du contraire, la Guadeloupe, c'est un département français. À cause de cette grève, les Guadeloupéens subissent encore des coupures, plus que d'habitude. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans ce dossier? Comme je vous l'ai dit, c'est un problème de... Bon, les canalisations n'ont pas été changées depuis 40 ans. Oui. Donc il y a donc beaucoup de responsables, y compris les élus qui ont signé des procès-verbaux, qui ont donné quitus aux gens qui géraient l'eau. Donc les entreprises, les multinationales qui ont géré l'eau et qui ont toujours eu quitus des élus. Nous savons comment ça s'est passé au SIAG, où il y a eu des procès, il y a encore des procès en cours. Donc il y a aussi un problème de corruption qui fait qu'on n'a jamais demandé des comptes aux gens qui étaient chargés de réparer les canalisations, parce que dans l'abonnement de l'eau, il y a également une part qui est prévue pour moderniser les canalisations. Ça n'a pas été fait et on se retrouve avec des canalisations qui sont vieilles de 40 ans. Donc ça veut dire que même si on change par-ci, par-là des canalisations, on ne va pas régler le problème. Donc il faut tout changer. Et donc il y a ce problème de financement. Il faut donc, et puis il y a aussi la gouvernance, c'est le grand débat actuel. Oui, il y a la gouvernance. Ces mots, etc. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, il y a tout ça, mais enfin, à mon avis... Enfin, c'est un dossier éminemment politique. Tout à fait. Même si on met un syndicat unique, même si on met un syndicat ouvert, le problème qui se posera toujours, le problème de financement. Bon. Donc notre position, nous aussi pas, c'est dire qu'il faut que l'État s'engage, quelle que soit la gouvernance, parce que c'est pas... Donc il faut que l'État signe un chèque. Il faut que l'État s'engage. Il faut que, je ne sais pas si c'est un chèque ou plusieurs chèques, mais il faut que l'État s'engage parce que le problème ne sera pas résolu. Et les citoyens guadeloupéens, qui sont également des citoyens français, eh bien, souffrent d'un problème qui est grave. En absence d'eau, il y a des coupures tous les jours dans des communes. Il y a des gens qui restent une semaine sans avoir de l'eau, donc c'est inadmissible. Et l'autre problème que nous, aussi, nous évoquons depuis quand même près d'une dizaine d'années, c'est la question de mettre en place des usines de dessalement. Je me réjouis de voir qu'à Désiral, la municipalité va s'engager dans ce dossier, mais il faut faire ça ailleurs. Il faut faire ça à Marie-Galante, il faut le faire dans le Nord-Grand-Terre, parce qu'il y a une aberration, ne serait-ce qu'intellectuelle, de faire venir de l'eau de Capesterre et d'amener l'eau jusqu'à Saint-François. Donc il faut des opérations, il faut des unités de proximité. Et seule unité de proximité qu'on peut avoir, c'est mettre usine de dessalement. Et je rappelle qu'on peut faire des usines en fonction de la taille de la population. Par exemple, à Désirade, ils vont faire une usine pour permettre à environ 5000 personnes, en voyant large, 5000 personnes, et aussi au niveau de l'irrigation, ça permettra de régler le problème de la Désirade. Donc, si on règle ce problème de la Désirade et qu'on règle le problème de Marie-Galante, et que assez rapidement, on règle aussi le problème du Nord-Grand-Terre, on va régler le problème pour une population assez importante. Donc, il faut que l'État s'engage, parce que l'État ne peut pas fuir ses responsabilités. Il faut un syndicat unique, mais en fait, ce n'est pas la panacée,
puisqu'il y a des endroits où il n'y a pas de syndicat, où il y a des régies municipales, comme à Trois-Rivières, où ça se passe bien, quoi, où les gens ont de l'eau. Bon. Donc il faut ça, et il faut en même temps que l'eau soit de qualité, donc il y ait véritablement traitement du chlordécone, parce que jusqu'à présent, il y a des traces de chlordécone. Régulièrement, on coupe l'eau, notamment à Gouroubert, où pendant plus d'une semaine, les gens n'avaient pas d'eau, parce que l'eau n'avait pas été traitée avec charbon actif. Donc il y a tous ces problèmes-là, qui sont des problèmes vitaux, et qu'il faut régler le plus tôt possible. Les salariés, les agents du SIAG, ils ont raison de faire grève? Ben, ils ont raison parce qu'ils sont anxieux par rapport à leur situation, parce qu'on dit qu'ils vont être versés dans les EPCI. Bon, alors pourquoi pas? C'est une solution. Bon, mais est-ce que les EPCI ont les moyens financiers de prendre en charge ces salariés? Donc, ils sont en incertitude, ils ne savent pas s'ils vont être licenciés, ils ne savent pas quand ils seront versés dans des collectivités, s'ils seront payés. Donc, ils ont raison d'avoir du souci et de se mobiliser pour que les choses soient dites et que les choses soient claires. Qu'ils soient reversés, parce qu'il n'est pas question qu'ils soient licenciés, il faut qu'ils soient reversés dans les collectivités et qu'ils aient une continuité dans leurs revenus. Oui, donc vous soutenez ce mouvement, peu importe ses conséquences pour le quotidien des Guadeloupéens? Non, mais de toute manière, quand il y a un mouvement, il y a toujours des conséquences désagréables. Mais est-ce qu'on peut se mettre à leur place? Ils ont travaillé, ils continuent à travailler et ils ont une incertitude. Et ils ne sont pas responsables de cette situation. Ceux qui sont responsables, ce sont les élus qui sont là depuis des années et qui ne se sont pas préoccupés de cette situation. Donc ils ont raison de se mobiliser et ensuite il faudrait qu'il y ait des négociations avec ces salariés le plus tôt possible pour qu'ils aient une assurance pour l'avenir tout de suite, quoi. Qu'on dise vous allez être tel endroit, vous allez être payé, mais qu'ils aient une garantie. Cette affaire, quand même, elle aurait pu être mieux gérée, non? Ah oui, elle aurait pu être mieux gérée parce que c'est aussi toute la conséquence de la situation en Guadeloupe où rien n'est géré. On a parlé du problème de l'eau, mais on pourrait parler des problèmes aussi des jeunes qui s'en vont parce qu'il n'y a pas d'emploi. On pourrait parler de l'économie qui se dégrade, que les importations sont en chute libre, alors que les importations sont massives. On pourrait parler du problème du tourisme, où il y a un tourisme de masse. Alors qu'il ne s'agit pas de faire ce tourisme de masse, parce qu'on veut faire venir 1 million de touristes ici, avec toutes les conséquences que ça comporte en matière d'eau, justement, puisque les études montrent qu'un touriste consomme 100 litres d'eau par jour. Or, vous avez fait venir 1 million de touristes dans un pays où il n'y a pas d'eau. Donc, il faut revoir le tourisme. Il faut faire en sorte que ce soit un tourisme qui dépense plus, et un tourisme aussi en prenant en compte un tourisme intégral, c'est-à-dire que le touriste, il consomme des produits guadeloupéens, il y a un aspect culturel aussi dans le tourisme, et il faut aussi que l'artisanat se développe. Il faut donc un tourisme intégré, et ce n'est pas le cas. Le touriste sac au dos, il achète son sandwich, il vient en Guadeloupe et il s'en va. Donc ce n'est pas ce type de tourisme qu'il faut en Guadeloupe. Un autre dossier suscite beaucoup d'inquiétudes en ce moment, c'est celui de l'octroi de mer, avec les menaces qui planent sur le dispositif dans sa forme actuelle. Nos élus ont raison d'être inquiets? Bon, ils sont inquiets, mais c'est maintenant qu'ils sont inquiets. Moi j'ai écrit un livre ici, là, qui date de 2006, et tout ce qui se passe maintenant était prévu, puisque nous sommes dans un système, pendant plus d'un siècle, on a dépendu que de la France, le département français depuis 1945, mais depuis 1993, on est véritablement dans ce qu'on appelle le grand marché intérieur-européen. C'est-à-dire que c'est un marché qui est basé sur un principe, c'est la libre circulation des marchandises. Bon, ces marchandises, personnes, capitaux, services, mais on s'arrête au niveau libre circulation des marchandises. Alors, s'il y a libre circulation des marchandises, ça veut dire qu'une marchandise qui sort en Allemagne, il doit rentrer librement en France. Il passe le pont de quai, il arrive directement à l'entreprise. Or, comme ici nous avons l'octroi de mer qui date de l'époque coloniale, l'octroi de mer oblige un arrêt à la frontière, puisqu'il faut s'arrêter à la frontière pour pouvoir payer la taxe. Et donc, les Européens, dans un premier temps, ils ont accepté que l'octroi de mer continue, mais à une condition qu'il n'y ait pas un aspect protectionniste. Et pour qu'il n'y ait pas un aspect protectionniste, ils ont obligé la taxation des produits locaux.
à partir d'un certain seuil. Alors, au départ, c'était en francs. Jusqu'en 2015, c'était 550 000 euros. Et la loi de 2015 a fait passer le seuil de taxation de la production locale à 300 000 euros. Ça veut dire que beaucoup de petites entreprises, des moyennes entreprises sont concernées par la taxation des produits locaux. Alors, pour atténuer un peu les effets de la taxation des produits locaux, on a permis l'exonération de la production locale dans certaines conditions. Donc, certaines conditions, il y a une liste A, une liste B, une liste C, une différence de taxation de 10 points, de 20 points, de 30 points. C'est ça le dispositif au départ. Mais maintenant, les Européens disent, quand il y a une production guadeloupéenne qui couvre moins de 5% du marché guadeloupéen, ce n'est pas à peine qu'il y ait une protection. C'est-à-dire que, et si cette production dépasse 90% du marché, là aussi, pas besoin de protéger. C'est-à-dire on laisse jouer le jeu de la concurrence. Et ça, c'est mortel pour notre économie parce que même les petites entreprises qui ont moins de 5% du marché, si on met en place un système de libre-échange entre nous et l'Europe, ces petites entreprises n'ont pas émergé, au contraire, elles vont disparaître. Et celles qui ont 90% du marché, ce n'est pas sûr que la part du marché ne va pas baisser. Donc, c'est véritablement un problème important si on veut qu'il y ait une production guadeloupéenne. Oui. Et donc, les élus... Donc pour vous, il y a un vrai danger. Un vrai danger. Mais jusqu'à présent, quand on a mis en place les réformes, je rappelle qu'il y a eu plusieurs réformes de l'octroi de mer, vous n'avez pas entendu les élus monter au créneau. Là, ils montent au créneau parce qu'il y a des gens, des MPI qui crient. Bon, mais finalement, quel est le problème des élus? Le problème des élus, c'est que l'octroi de mer rapporte des recettes, notamment pour les collectivités, et aussi pour la région. Donc, ils ne se sont pas préoccupés de l'aspect protectionniste. Donc ils ont dit, de toute manière, on touche de l'argent, si on taxe la production locale, on va toucher encore plus. Donc, et là, maintenant, ils essaient de faire quelque chose, mais c'est pratiquement mission impossible. À quoi joue l'État dans cette affaire, selon vous? À l'État. Alors, avant de revenir à l'État, je vais dire que la revendication du CIPA, c'est qu'on a une compétence fiscale. Parce que si on a une compétence fiscale, ce problème-là, il n'y aura pas de problème, puisqu'on va décider de nous-mêmes de taxer ou de ne pas taxer. Donc, l'issue, c'est ça. C'est-à-dire que si on veut sortir de l'impasse, c'est mettre en place une compétence évidemment fiscale et douanière guadeloupéenne. Mais si ce n'est pas possible dans le cadre départemental, il faut donc changer de statut. Et ce qu'on préconise... mais ça ne se fera pas en 2 jours. Non, ça ne se fait pas en 2 jours. Et l'urgence, elle est là. L'urgence est là, mais l'urgence, on aura du mal à régler l'urgence. Donc l'État est pris entre 2 feux. L'État veut plus ou moins protéger les producteurs guadeloupéens, mais en même temps, l'État, c'est la France. Et la France est dans un ensemble de 27 pays. Et la France est obligée d'appliquer le droit communautaire. Et que dit le droit communautaire? La libre circulation des marchandises. Et ensuite, ce que dit aussi l'Union européenne, c'est qu'il n'y ait pas de discrimination. Le mot discrimination, il faut bien le prendre en compte. Ça veut dire que si vous taxez, je prends un exemple, si vous taxez Evian ou Volvic de 9%, eh bien, il faudrait taxer Capes et Matouba de 9%. C'est ça l'idée de l'Europe. Donc, ce n'est pas que l'Europe dit qu'il faut supprimer l'octroi de mer, parce que l'Europe sait très bien que les collectivités en ont besoin, mais l'Europe veut faire en sorte qu'il n'y ait pas de discrimination entre produits fabriqués localement et produits importés. Donc, on est dans cette situation-là qui pose pas seulement un problème économique, mais un problème politique, puisque si vous avez des relations avec l'Europe, ça veut dire que c'est un combat entre un poids lourd et un poids plume. C'est-à-dire que le combat est inégal, parce qu'on a beau dire tout ce qu'on veut, mais si le droit européen s'applique en Guadeloupe, puisqu'on est très content de dire qu'on touche des fonds européens, mais on touche des fonds européens, ok, mais il y a une contrepartie, c'est qu'il faut appliquer le droit européen. Donc on voit très bien qu'on est dans une impasse qui est une impasse politique, et qu'il faut que cette impasse soit réglée d'une manière politique. Votre lecture, Alain Plaisir, de la gestion de la crise sanitaire en Guadeloupe, il faut à tout prix éviter le reconfinement ici? Oui, il faut éviter le reconfinement et je pense qu'on devrait l'éviter. Bon, évidemment, il faut prendre des mesures, il faut des gestes barrières, il faut se laver les mains, il faut toutes les mesures que nous connaissons. Parce que, à mon avis, nous avons une chance, c'est que le virus se développe particulièrement dans les pays tempérés. Les
pays froid. On a ça. Et ce n'est pas la seule épidémie. Hein. Vous voyez souvent que les épidémies de grippe, ça commence souvent en Europe. Et ce sont les voyageurs qui amènent l'épidémie en Guadeloupe. Donc le climat nous permet jusqu'à présent d'être relativement protégés. Donc il faut faire en sorte que contrôler les gens à l'aéroport, y compris faire comme ils font à Cuba, véritablement des tests au départ. Il faut faire des tests au départ, il faut prendre toutes les mesures de précaution pour éviter que des gens qui viennent de l'extérieur nous amènent le virus. Ouais. Il faudra compter avec le CIPA pour les prochaines régionales et départementales? Oui, surtout les régionales. Hein, nous pensons que nous l'avons dit assez tôt. Ouais. Nous serons présents dans cette bataille. Donc une liste du CIPA? Il y aura une liste du CIPA. Alors on ne sait pas si on aura des partenaires, mais en tout cas nous on se prépare, on travaille, on a des contacts, on s'est organisé pour être présents. Et nous avons confiance que justement les jeux vont être modifiés, parce qu'en 2015, vous aviez, la presse même a présenté un combat de coq entre deux candidats, c'est-à-dire le président actuel et l'ancien président. Les choses ont changé, puisqu'il n'y aura pas de combat de coq, il y aura donc une bataille qui est ouverte. Et donc nous pensons qu'il est possible, il y a une place pour une troisième voie. Oui, et pour porter quel discours? Le discours, on a un projet qui est pratiquement bouclé maintenant. Et donc ce projet, c'est de régler les problèmes immédiats, c'est-à-dire le problème de l'eau. Et je vous ai donné un exemple avec les usines de dessalement pour régler immédiatement l'eau, négocier avec l'État la question de truc. Nous avons au niveau de la production mettre en place, je ne vais pas dévoiler le programme, mais mettre en place incitation fiscale pour permettre à nos producteurs de produire. Alors, je vais prendre un exemple que personne n'a fait jusqu'à présent ici. Vous avez des régimes économiques qui permettent de faire venir des matières premières de l'étranger et que ces matières premières soient stockées sans acquitter des droits et taxes et qu'elles ne sortent dans le magasin que quand elles sont transformées. Donc ça permettra de créer des richesses et ça s'adresse particulièrement aux industriels et aux artisans. Donc voilà une piste pour aller dans le sens de la production. Parce que notre idée, c'est qu'il faut produire. Si on ne produit pas, si on reste uniquement dans le tertiaire, nous allons disparaître, il n'y aura pas de création d'emplois, il y aura du chômage et les jeunes vont partir. Donc notre idée, c'est véritablement aider le développement de la production, notamment la filière bois. Il y a une possibilité de transformer le bois qui est en Guadeloupe, de mettre en place ça, aider au niveau de la production agricole, faire de l'aquaculture, mais pas dire ça comme ça en l'air, il faut vraiment avoir un plan pour l'aquaculture. Donc on travaille sur ça, aussi l'aspect culturel. Donc le CIPA est en ordre de marche pour les régionales avec Alain Plaisir comme tête de liste? On ne sait pas, ça va être décidé au mois de mars. Ça va être décidé, non, mais on va faire les choses démocratiquement. Il y aura donc au mois de mars une assemblée générale, début mars, où on va voter pour le nouveau bureau aussi, puisqu'il faut un renouvellement aussi. Et on va aussi voter pour une tête de liste. Donc, il est possible que je sois candidat à la candidature, mais bon, rien n'est décidé encore. Parfait. Merci à vous, Alain Plaisir, d'être venu jusqu'à nous. C'est moi, monsieur. Merci à vous d'être fidèle à Franc Parler. On se retrouve très vite sur votre chaîne locale Éclair TV.